Jugé inutile par mes parents cupides, ils veulent me prendre ma maison à 15 000 €. Mais ma vengeance est prête, une pile de documents à signer dont le titre les a pétrifiés sur place. C'était un lundi après-midi lorsque la sonnette a retenti 4 fois, un son qui exigeait l'attention dans mon nouveau quartier tranquille. Et j'ai su instantanément que la paix que j'avais si durement gagnée était sur le point d'être détruite. Je suis Chloé Dubois. Ingénieur logiciel senior de 32 ans, j'avais enfin réalisé l'impossible en acquérant ma propre résidence au domaine de Valombre, une propriété d'une valeur de 15 millions d'euros, achetée uniquement avec des années d'économie et de stratégie d'investissement. Mes parents sont arrivés à l'improviste, l'image même de la fausse sophistication, leur sourire s'évaporant à l'instant où ils ont franchi le seuil. Ma mère, Denise, a immédiatement ignoré les félicitations pour me demander où j'avais volé le capital pour acquérir la propriété. Soupçonnant que j'avais secrètement vidé un fonds familial fiduciaire inexistant, mon père, Jean-Pierre, est allé droit au but, croisant les bras sur sa poitrine et exigeant de voir les documents d'achat, insistant immédiatement pour que je prouve que je n'avais pas détourné l'argent. « Tu es absolument inutile », a sifflé ma mère, sa voix tranchant dans le salon silencieux. Tu as toujours été un fardeau, et il est absolument impossible que tu possèdes le sens des affaires ou l'argent pour posséder cette maison sans crédit. À cet instant, debout dans la maison que j'avais méritée, une froide résolution que je cultivais depuis l'enfance s'est enflammée. J'ai marché calmement devant leur visage furieux jusqu'au buffet en acajou sur mesure encastré dans le mur de la salle à manger. J'ai sorti une pile de papiers et j'ai présenté le premier, le titre de propriété de la maison. Il stipulait clairement l'exigence non négociable d'une preuve de patrimoine net dépassant 50 millions d'euros juste pour obtenir l'approbation de résidence dans cette communauté exclusive. J'ai posé ce document, j'ai regardé leur mâchoire tomber dans un silence stupéfait, puis j'ai placé un deuxième document, plus petit, directement dessus pour qu'ils le signent. Le titre du second document était bien en évidence, « Renonciation à toutes obligations financières futures ». Le titre de ce document les a peut-être réduits au silence, mais croyez-moi, leur cupidité n'était que le premier acte. Ce qui va suivre va secouer cette famille jusqu'à la moelle. On parle de confession. Ils ne s'attendaient jamais à des conséquences auxquelles ils ne pourraient pas échapper. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner. Activez toutes les notifications et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Et dites-moi dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez et quelle heure il est en ce moment. J'adore voir jusqu'où cette histoire voyage à travers les fuseaux horaires. 2 jours après la confrontation silencieuse dans mon nouveau salon, le calme immédiat a été complètement brisé par une explosion numérique d'indignation et de fabrication. Ma mère, Denise, n'a absolument pas perdu de temps pour lancer sa campagne publique de victimisation fabriquée sur toutes les plateformes de médias sociaux auxquelles elle pouvait accéder. Elle a composé une longue publication venimeuse intitulée de manière dramatique « La fille qui nous a abandonnés », tissant un récit sophistiqué de sacrifice parental récompensé par une froide indifférence et de la cupidité au moment où j'ai trouvé le succès professionnel. Elle m'a dépeinte comme une enfant opportuniste qui aurait prétendument détourné des fonds imaginaires, acheté une propriété ridiculement extravagante, puis utilisé sans cœur le document de renonciation à toutes obligations financières futures comme un outil de chantage émotionnel. La publication a rapidement recueilli des centaines de commentaires d'inconnus, tous jugeant mon caractère sur la seule base de ces mensonges élaborés et intéressés. Le vrai coup de poignard est arrivé lorsque ma sœur Brigitte est intervenue, cimentant le récit public contre moi. Ma sœur, que mes parents avaient habituellement gâtée et couverte de faveurs financières tout au long de sa vie, tout en exigeant simultanément mes contributions financières continues, a commenté avec un chagrin fin que j'étais devenue consumée par la jalousie envers elle et le prétendu lien étroit de mes parents, suggérant que couper le contact était un acte de pure malveillance, et non une autopréservation nécessaire. Voir ma sœur participer volontairement à la diffusion de ces mensonges malveillants m'a blessée plus profondément que presque tout ce que mes parents avaient jamais dit, confirmant directement la toxicité absolue de toute la structure familiale à laquelle j'essayais si fort d'échapper. La tempête numérique s'est avérée n'être que le prélude à la menace légale réelle de mon père Jean-Pierre, livrée non pas dans un email privé, mais comme une publication accessible au public sur un forum familial partagé. Au lieu de reconnaître sa signature sur la renonciation ou de s'excuser pour les accusations sans fondement de ma mère, mon père a décidé de renverser complètement le scénario financier.
Il m'a accusé de manière dramatique de mes propres manœuvres financières illégales, menaçant spécifiquement de me dénoncer au fisc pour une prétendue fraude fiscale concernant le soutien financier mensuel substantiel que je leur avais fourni au cours de la dernière décennie. Mon père affirmait que, puisque je déclarais ces fonds comme des dons déductibles nécessaires sur mes déclarations de revenus personnels, ils devaient être considérés comme un revenu imposable pour eux. Mais il a malicieusement insinué que j'avais manipulé toute la situation pour sous-estimer mes propres revenus. Ce geste spécifique était calculé, une tactique cynique conçue uniquement pour instiller la peur professionnelle. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel sombre et inattendu du département des ressources humaines de mon entreprise, détaillant une réunion obligatoire et urgente concernant de graves allégations d'irrégularité financière et de conduite professionnelle découlant des publications très médiatisées sur les réseaux sociaux. Les accusations dépassaient désormais dangereusement le drame familial mesquin. Elles menaçaient ma carrière d'ingénieur logiciel senior. Le responsable des RH, parlant sur un ton mesuré et corporatif, a souligné la nécessité immédiate d'une explication complète concernant l'accusation fiscale spécifique, compte tenu de l'extrême gravité d'une implication potentielle du fisc. J'ai compris instantanément que le silence était mon bouclier le plus puissant contre la guerre émotionnelle, mais qu'il ne pouvait pas me protéger de la dure réalité de la machine bureaucratique. J'ai poliment accusé réception de la demande de réunion, n'offrant qu'une brève déclaration formelle selon laquelle le différend familial était entièrement basé sur des faits manifestement erronés. Toute la confrontation a confirmé ma peur la plus profonde, ils étaient prêts à détruire ma vie professionnelle et personnelle pour satisfaire leurs demandes financières incessantes. Sans la moindre hésitation, j'ai obtenu les coordonnées d'une avocate spécialisée en contentieux hautement recommandée. Le temps des réponses émotionnelles était révolu. C'était maintenant entièrement une question de stratégie et de droit. 3 semaines plus tard, je savais que la guerre des médias sociaux s'était officiellement transformée en un champ de bataille juridique froid et calculé. Ma première rencontre avec mon avocate, maître Audrey Hébert, a eu lieu dans son bureau élégant et minimaliste du centre-ville, un espace qui dégageait immédiatement une impression de compétence et de sérieux. Audrey a écouté attentivement, son expression restant neutre pendant que je racontais la campagne de dénigrement public et l'accusation fiscale malveillante subséquente de mes parents. Elle a analysé leur comportement non pas comme celui de parents émotifs, mais comme celui d'abuseurs classiques tentant d'utiliser les mécanismes légaux pour perpétuer le contrôle financier. Audrey m'a rapidement assuré que le bruit des médias sociaux était juridiquement non pertinent. Les seules choses qui comptaient vraiment étaient l'acte de propriété de la maison du domaine de Valombre et mes dossiers financiers impeccables. Elle a immédiatement commencé à préparer une mise en demeure formelle contre mon père et ma mère. Cependant, la situation a rapidement dégénéré lorsque mes parents ont intenté une véritable action en justice contre moi. Les documents juridiques sont arrivés 5 jours plus tard, demandant formellement au tribunal de leur accorder la propriété partielle de ma nouvelle maison, affirmant que leur droit était basé sur une entité complètement fabriquée qu'ils ont appelée le Fonds de développement familial. Ils affirmaient que ce fonds représentait des années d'investissement émotionnel et une aide financière minimale non documentée, qu'ils quantifiaient maintenant comme un actif tangible de constitution de capital dans ma propriété. Ce geste prouvait que leur intention n'avait jamais été simplement de m'embarrasser. Ils désiraient véritablement le contrôle de mon seul actif substantiel. L'audace de leurs revendications était stupéfiante. Pourtant, Audrey est restée calme, considérant le procès comme une opportunité stratégique pour exposer leurs tendances manipulatrices sous serment. Le même soir, sentant le poids immédiat du procès, j'ai appelé ma grand-mère, Éléonore Valois, une professeure de droit constitutionnel à la retraite mais toujours très respectée. J'ai prudemment révélé toute l'étendue de l'action en justice et la menace fiscale désespérée de mon père. La réponse de la professeure Valois ne fut pas un choc, mais une profonde déception professionnelle. Elle a ensuite révélé un détail essentiel sur la véritable base financière de la famille, une information cruciale que je n'avais jamais pleinement comprise. Ma grand-mère a expliqué que les paiements de soutien mensuel substantiels que j'envoyais à mes parents depuis des années constituaient pratiquement leur principale source de revenus documentés, certainement le seul flux de capitaux constant non couvert par des rentes mineures. Plus important encore, elle a exprimé sa suspicion que mon père et ma mère avaient délibérément omis de déclarer cet important flux de revenus au fisc, l'utilisant comme une forme massive et systématique de fraude fiscale au cours de la dernière décennie.
Soudain, le jeu a entièrement changé. Ma bataille n'était plus simplement une lutte pour un acte de propriété, mais une manœuvre juridique complexe contre la criminalité financière. La professeure Valois a immédiatement accepté d'intervenir, non pas simplement comme un témoin familial offrant un témoignage émotionnel, mais comme une experte juridique spécialiste prête à fournir une déclaration sous serment et une analyse de l'historique financier documenté de la famille. Elle était prête à utiliser son expertise juridique et sa crédibilité pour exposer la véritable pourriture financière au sein de l'unité familiale. Son implication a instantanément modifié la dynamique du pouvoir, transformant ma défense en une contre-attaque redoutable et agressive, basée sur des malversations financières vérifiables qui allaient bien au-delà de leurs revendications superficielles sur un fond inexistant. 2 mois avant l'audience, le cabinet de mon avocate, Audrey Hébert, a été complètement transformé en une salle de guerre juridique à haute intensité, couverte mur à mur de documents, d'états financiers et de résumés de dépositions. Audrey et moi avons commencé notre analyse détaillée en nous concentrant sur la validité juridique de la clause de patrimoine net extrêmement stricte de 50 millions d'euros requise pour la propriété dans la communauté du domaine de Valombre. Elle a confirmé que cette clause de protection, bien que très inhabituelle, était juridiquement solide et complètement non discriminatoire dans la pratique, invalidant de fait toute possibilité que mes parents aient pu légalement se permettre ou financer la propriété. Ce qui a instantanément brisé la base de leurs revendications frauduleuses de fonds de développement familial. Cette première victoire a solidifié ma défense, déplaçant entièrement l'attention sur leurs actions scandaleuses. En plongeant dans le dossier de la plainte initiale de mes parents, Audrey et moi avons découvert une preuve irréfutable de leur stratagème manipulateur, une pièce de preuve falsifiée cruciale. Mon père et ma mère avaient fabriqué un email frauduleux prétendument envoyé depuis mon compte personnel dans lequel je promettais de manière ambiguë de leur transférer un pourcentage de la propriété du bien en tant qu'acte généreux de remboursement pour leurs prétendues années de conseil émotionnel et d'aide mineure. Cette tentative flagrante de fabriquer des documents confirmait que leurs revendications n'étaient pas simplement délirantes, mais un acte délibéré de fraude civile. Audrey a immédiatement préparé la contre-preuve, centrant stratégiquement le récit sur l'abus financier global de mes parents et leur exploitation cynique du système juridique dans le seul but de s'emparer de la propriété de mes biens légalement acquis. Les documents les plus accablants sont arrivés secrètement de ma grand-mère, la professeure Éléonore Valois. Elle a fourni à Audrey une collection méticuleuse et lourdement annotée des relevés bancaires personnels de mon père et de ma mère et de diverses déclarations de revenus s'étalant sur les 10 dernières années. Ces dossiers confidentiels prouvaient de manière définitive qu'ils avaient systématiquement dissimulé les importants paiements de soutien réguliers que je leur avais envoyés, confirmant la suspicion initiale de ma grand-mère que cette aide financière était en fait leur principal revenu non déclaré. Les registres établissaient clairement un schéma de longue date de fraude fiscale grave, un délit bien plus sérieux que le litige civil concernant ma maison. Cette preuve documentaire a fait passer notre défense de réactive à agressive, transformant le cœur du problème d'une querelle de famille pour une maison en une affaire de criminalité financière fédérale. Travaillant toute la nuit, Audrey a finalisé la stratégie de contre-attaque principale. Elle a déterminé que combattre le procès directement point par point ne ferait que donner à mes parents la scène émotionnelle qu'ils convoitaient. Par conséquent, Audrey a pris la décision audacieuse de ne pas seulement réfuter leurs revendications de propriété, mais plutôt d'utiliser les preuves accablantes de fraude financière comme une arme stratégique. L'objectif n'était pas seulement de gagner le procès civil, mais d'obtenir une victoire décisive en introduisant les preuves irréfutables de fraude fiscale dans le dossier du tribunal. Cette tactique servirait 2 objectifs cruciaux. Premièrement, démontrer le manque total de crédibilité de mes parents et leur intention malveillante, et deuxièmement, déclencher une enquête automatique et inévitable par le fisc, assurant ainsi la responsabilité ultime et inévitable pour leurs années de comportement abusif. Le matin de l'audience était chargé d'une tension froide, presque cinématographique. Alors qu'Audrey Hébert et moi entrions dans la salle d'audience, mes parents, Denise et Jean-Pierre, avaient clairement préparé une performance élaborée, le point culminant de semaines de répétition de leur récit de victime. Ma mère tapotait théâtralement des yeux secs tandis que mon père s'appuyait lourdement sur sa canne, se présentant comme un patriarche fragile faisant face à une immense persécution. Ils ont commencé leur témoignage par un déluge de sentiments exagérés, racontant des années de prétendus sacrifices financiers et de difficultés émotionnelles endurées uniquement pour mon bénéfice.
Mon père Jean-Pierre a ensuite pris la barre, la voix tremblante mais autoritaire, affirmant que la maison était essentielle pour établir sa stabilité financière dans sa vieillesse, et niant avec véhémence toutes les allégations de conduite frauduleuse ou de fraude fiscale. Il s'est présenté comme un homme simple et honnête dont la réputation durement gagnée était injustement attaquée par une fille riche et ingrate qui avait oublié ses racines familiales. Son déni a offert à Audrey l'ouverture parfaite pour déployer notre contre-preuve méticuleusement préparée. Le contre-interrogatoire d'Audrey fut rapide, clinique et entièrement axé sur l'exposition des incohérences béantes dans les déclarations financières de mes parents. Elle a présenté plusieurs documents détaillant leurs revenus déclarés fluctuants, souvent minimes, juxtaposés aux dépôts mensuels stables et substantiels que je leur avais constamment envoyés pendant une décennie. Elle a pressé Jean-Pierre sur l'écart significatif entre ses revenus officiellement déclarés et les dépenses de style de vie clairement visibles sur ses relevés bancaires, guidant subtilement le récit vers le fait indéniable que les fonds que je fournissais constituaient un revenu non déclaré. À chaque question, la façade calculée qu'il avait construite a commencé à s'effriter, remplacée par une hésitation nerveuse et un malaise évident sous l'examen minutieux. Juste au moment où le juge semblait prêt à rejeter la motion sur la base de l'invraisemblance du Fonds de développement familial, la situation a basculé violemment avec un témoin surprise. Ma sœur, Brigitte, a été appelée à la barre par le conseil juridique de mes parents. Voir ma sœur là, élégamment vêtue, mais abritant la même malice prédatrice que mes parents, a envoyé un léger frémissement à travers mon sang-froid par ailleurs parfait. Brigitte a prêté serment puis a livré un mensonge choquant et méticuleusement conçu qui a entièrement reporté la faute sur moi. Elle a affirmé que mon achat de la maison du domaine de Valombre n'était pas le triomphe de mon indépendance financière, mais le résultat d'une extorsion. Brigitte a juré sous serment que j'avais fait chanter nos parents, menaçant de couper leur seule source de revenus réguliers à moins qu'ils n'acceptent formellement de co-signer des documents, assurant l'achat de la maison et me garantissant le plein contrôle de la propriété. Elle m'a décrite comme une tyran manipulatrice qui utilisait ma position financière pour les terroriser, tordant la vérité en un récit vicieux et crédible de contraintes parentales et d'abus émotionnels infligés par l'enfant. Je suis restée parfaitement immobile, observant la performance calculée de Brigitte depuis la table de la défense. Mon avocate, Audrey, m'a jeté un regard, prête à objecter, mais j'ai soudainement secoué la tête, décidant de maintenir mon silence et mon sang-froid complet. J'ai simplement observé ma sœur, la pièce finale de leur puzzle perfide, la laissant s'engager pleinement dans son mensonge dévastateur avant qu'Audrey ne lance l'inévitable contre-attaque écrasante que nous savions qui détruirait leur crédibilité pour toujours. Après que ma sœur Brigitte a livré son témoignage choquant, créant un récit vicieux et sans fondement de ma prétendue extorsion, le juge m'a appelé à la barre. Je me suis approché de la barre des témoins avec une certitude calme, refusant de laisser la colère et l'injustice que je ressentais transparaître sur mon visage. Mon témoignage a commencé par un récit calme et factuel de mon parcours vers l'indépendance financière, soulignant le fait que j'avais établi une carrière réussie et une richesse stable entièrement par mes propres efforts dès mon plus jeune âge. J'ai systématiquement contré leur récit de longue date de parentalité sacrificielle en expliquant que mon soutien financier n'était pas un retour sur investissement, mais un engagement volontaire à long terme pris par un sens mal avisé de l'obligation filiale, jamais une exigence légale. J'ai détaillé méticuleusement comment j'avais acquis la maison entièrement seule, en veillant à ce qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté concernant l'acte de propriété ou la source des fonds. Ensuite, j'ai publiquement confirmé la nature exclusive de la communauté du domaine de Valombre, révélant la clause précise de patrimoine net de 50 millions d'euros requise pour tout achat au sein du développement. Cette seule information indéniable a instantanément démoli la revendication centrale de mes parents, prouvant de manière définitive qu'ils n'avaient jamais possédé la situation financière nécessaire pour se permettre ou acheter la propriété, rendant leur affirmation de copropriété manifestement absurde. Le silence dans la salle d'audience suite à cette déclaration était lourd et profondément satisfaisant. Cela a fourni la base parfaite pour notre contre-attaque décisive. L'atmosphère de la salle d'audience a complètement changé lorsque ma grand-mère, la professeure Éléonore Valois, a été appelée à témoigner en tant que notre témoin expert. La professeure Valois, possédant une crédibilité et une autorité juridique inégalées, a présenté les preuves détaillées du schéma de fraude fiscale de mes parents sur une décennie. Elle a analysé professionnellement leurs relevés bancaires et leurs déclarations de revenus,
révélant la nette divergence entre leurs revenus déclarés minimes et l'énorme flux de trésorerie constant fourni par mes paiements de soutien. Elle a clairement expliqué au tribunal comment mon père et ma mère avaient systématiquement dissimulé ces revenus au fisc, décrivant méticuleusement l'histoire et l'ampleur de leur fraude financière. Son témoignage a servi d'évaluation objective et brutale de leur caractère, détruisant complètement l'image de victimes fragiles et honnêtes qu'ils avaient soigneusement cultivée. Audrey a ensuite exécuté la phase finale et dévastatrice de notre stratégie. Elle a présenté au tribunal l'email frauduleux que mes parents avaient fabriqué, de manière encore plus critique, a introduit des preuves numériques prouvant l'implication directe de ma sœur Brigitte dans la création et l'édition du document falsifié. Les preuves ont montré que l'adresse IP de Brigitte avait été utilisée pour finaliser et envoyer l'email, l'exposant non seulement comme un témoin malveillant, mais comme une co-conspiratrice active dans la fraude contre moi. Sa trahison a été mise à nu aux yeux de toute la salle d'audience. Le poids combiné de la fraude fiscale, de l'impossibilité financière flagrante de leurs revendications et de la conspiration prouvée pour fabriquer des preuves s'est avéré absolument accablant. Après une courte suspension, le juge est revenu, rendant une décision sévère et sans équivoque. Le tribunal a rejeté la plainte avec préjudice extrême, condamnant mes parents pour leur comportement manipulateur et la fabrication illégale flagrante de preuves. De plus, le juge a imposé des sanctions financières substantielles à la fois à mon père et à ma mère, déclarant que l'affaire justifiait de signaler leurs dossiers fiscaux aux autorités fédérales compétentes pour une enquête immédiate. La bataille juridique était terminée, et le seul son restant était le faible hoquet de défaite de ma mère lorsque le marteau a frappé, signalant la fin de leur contrôle. Le matin suivant la décision sans équivoque du juge, les documents officiels sont arrivés, solidifiant la victoire. J'ai reçu des notifications officielles du tribunal et du fisc confirmant l'ordonnance judiciaire de transférer toutes les preuves de la fraude fiscale et de la tromperie financière étendue de mes parents pour une enquête criminelle immédiate. L'action rapide du tribunal a validé la stratégie audacieuse d'Audrey Hébert d'utiliser les preuves de fraude fiscale comme notre arme décisive ultime. Une satisfaction profonde et silencieuse m'a envahi. L'épreuve était terminée et les abuseurs faisaient enfin face à une responsabilité à un niveau bien au-delà de la question civile de la maison. Je savais que les ramifications légales pour mon père et ma mère seraient sévères et inévitables maintenant que le système avait été enclenché. Presque instantanément, les détails scandaleux de l'affaire, se concentrant fortement sur la condamnation pour fraude et l'enquête imminente du fisc, ont commencé à circuler dans les médias locaux. Les reportages télévisés présentaient des titres sensationnels sur une bataille juridique familiale très médiatisée, détaillant la condamnation explicite du juge concernant le comportement manipulateur de mes parents et la fabrication de preuves judiciaires. L'effondrement de l'image publique méticuleusement entretenue de mon père et de ma mère fut rapide et absolu. Leur statut social, soigneusement construit sur des décennies de faux-semblants, s'est dissous dans la moquerie publique et le péril juridique, une conséquence méritée de leur cupidité et de leur cruauté. L'attention était inconfortable, mais elle fournissait la preuve indéniable que mon silence et mon refus catégorique de céder avaient été la bonne voie. Les tentatives inévitables de contact ont commencé peu après que la nouvelle a éclaté. Mes parents et ma sœur Brigitte, désespérés d'échapper à l'enquête fédérale, ont commencé à essayer de me joindre par tous les canaux disponibles, en particulier par l'intermédiaire d'Audrey. Leurs avocats, se démenant maintenant pour contenir les retombées criminelles, ont pris contact de manière suppliante, tentant de négocier un accord. Ils ont demandé, insisté vraiment, que je retire immédiatement les preuves de fraude fiscale, croyant d'une manière ou d'une autre que je possédais l'autorité ou l'envie d'arrêter une enquête gouvernementale formelle. C'était une démonstration futile, presque comique, de leur illusion persistante et de leur incapacité à accepter la responsabilité de leurs propres actions criminelles. Audrey a traité les demandes avec le professionnalisme froid que j'en étais venu à admirer, livrant un refus concis et inflexible. Elle a expliqué clairement que le procès civil concernant la maison était formellement conclu, mais que l'enquête criminelle et fiscale subséquente tombait entièrement en dehors de ma juridiction légale. Chloé n'est plus partie à cette action, a déclaré Audrey dans une réponse par email, s'assurant que toute communication était légalement documentée. Les preuves sont maintenant entre les mains des autorités fédérales, et elles ne possèdent ni le pouvoir ni le désir d'interférer avec la procédure.
Ce refus absolu a renforcé la finalité de la rupture, leur refusant même le réconfort psychologique de ma voix. La bataille juridique étant définitivement close et la machine fédérale enclenchée, j'ai commencé le processus tant attendu de construction d'une vie véritablement nouvelle et sans attache. La première étape essentielle était une rupture complète avec mon passé toxique. J'ai changé mon numéro de téléphone, désactivé mes anciennes adresses e-mail et demandé à Audrey de bloquer toute correspondance future de leur part. J'ai refusé de leur accorder un seul instant de mon attention, pas un mot de sympathie, pas un pouce de compromis. Le temps de la pitié était révolu. C'était maintenant le temps des conséquences. La belle et tranquille sécurité de ma maison du domaine de Valombre est finalement devenue ce qu'elle était toujours censée être, un sanctuaire, où je pouvais enfin vivre une vie entièrement définie par mes propres choix et succès. La tranquillité que j'ai trouvée a été bientôt interrompue par la nouvelle finale et inévitable. Audrey Hébert a transféré une alerte de presse concise avec un court message, ils ont fait les gros titres. Le titre lui-même confirmait les conséquences ultimes de leur avarice. Mon père Jean-Pierre, ma mère Denise, et ma sœur Brigitte avaient été formellement arrêtés et inculpés de multiples chefs d'accusation de fraude fiscale fédérale grave. Les reportages médiatiques détaillaient le vaste schéma à long terme et les documents frauduleux qu'ils avaient tenté d'introduire, validant chaque action décisive que j'avais prise. Ce n'était pas un moment de célébration, mais de finalité profonde, une reconnaissance que la toxicité était maintenant entièrement contenue, et qu'il faisait face à de graves conséquences juridiques qui n'avaient que trop tardé. Puis quelque chose a réussi à se faufiler à travers le filet prudent qu'Audrey et moi avions jeté. Au milieu d'une pile de magazines et de courriers anodins, une enveloppe épaisse et mal adressée est arrivée, portant un cachet de la poste de la maison d'arrêt locale. J'ai immédiatement reconnu l'écriture familière et négligée. À l'intérieur, écrite sur du papier fin de prison, se trouvait une lettre désespérée et décousue signée par ma mère. C'était un chef-d'œuvre d'apitoiement manipulateur, un mélange bizarre de non-excuses larmoyantes blâmant des forces extérieures pour leur chute, et un appel frénétique pour que j'utilise mes ressources substantielles pour leur obtenir une assistance juridique immédiate. Le ton tout entier suintait leur refus de toute une vie d'accepter la responsabilité, traitant l'enquête fédérale simplement comme un autre énorme inconvénient que j'étais en quelque sorte obligé de régler. Je n'ai pas eu besoin de faire une pause, même d'une seconde de réflexion. La lettre représentait leur dernière tentative pathétique de franchir la frontière que j'avais si douloureusement établie. J'ai marché directement vers la cheminée en granit, le papier fin semblant froid et totalement sans vie dans ma main. J'ai soigneusement placé le document nocif dans l'âtre, j'ai regardé l'allumette enflammer le coin, et j'ai laissé les flammes consumer les mots fragiles et sans valeur sans la moindre lueur d'hésitation ou de regret. La fumée s'élevant du papier en feu représentait les derniers vestiges de mon ancienne vie, se dissolvant enfin dans l'air pur et calme de mon nouveau départ. Je me suis éloigné, l'action décisive confirmant que j'étais enfin et complètement libre de pour toujours. Tout ce parcours douloureux m'a appris la leçon la plus fondamentale de la vie. Vous n'êtes pas responsable des choix destructeurs des membres toxiques de votre famille. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous immoler par le feu pour les garder au chaud indéfiniment. La vraie force ne réside pas dans l'endurance d'une manipulation sans fin, mais dans le fait de tracer une frontière absolue et infranchissable et d'avoir le courage de la faire respecter, même lorsque le monde tente de vous faire sentir coupable ou cruel de le faire. Rompre un lien toxique n'est jamais un échec d'amour, mais un acte ultime de puissante autopréservation, vous permettant de construire enfin une belle vie enracinée dans une paix authentique et un succès que vous avez vous-même mérité. Merci beaucoup d'avoir suivi mon histoire, d'avoir partagé ce chemin difficile vers la vraie liberté et un profond respect de soi. Ce fut une victoire longue, angoissante, mais nécessaire. Je crois sincèrement que beaucoup de gens partagent malheureusement des expériences similaires, ressentant le lourd fardeau de l'obligation envers les membres de la famille qui ne savent que prendre et détruire.